Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Instant Direct, votre émission hebdomadaire d'actualité sur Gabon Media Time. Aujourd'hui, nous allons débattre d'une question très importante pour la jeunesse et en même temps pour les Gabonais en général. Il s'agit donc des droits de l'homme. Je rappelle qu'un rapport de l'ambassade des États-Unis publié en 2017 nous disait que les principaux problèmes en matière de droits de l'homme ont inclus au Gabon les conditions carcérales très dures, un appareil judiciaire inefficace soumis à l'influence du gouvernement, des atteintes à la liberté de réunion, la corruption au sein du gouvernement, la traite des personnes et le travail des enfants. Le gouvernement a donc pris certaines mesures pour poursuivre et sanctionner les officiels jugés coupables d'exaction. Néanmoins, l'impunité demeurait un problème. C'est donc un rapport publié par les États-Unis, par l'ambassade des États-Unis au Gabon, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les droits de l'homme au Gabon. Aujourd'hui, pour en discuter, nous accueillons M. Firmin Olo Obian. Firmin Olo Obian, qui est le coordonnateur national du mouvement des jeunes de l'Union nationale. Bonjour Firmin. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, merci déjà pour avoir répondu présent à cette invitation. Nous allons donc avec vous faire le tour de la question des droits de l'homme au Gabon. Je rappelle succinctement à nos internautes que vous avez été interpellé le 21 janvier dernier en compagnie de 3 autres de vos compagnons, dont Balak Obam, qui est encore d'ailleurs enfermé actuellement, et vous allez en parler également avec nous. Alors, la première question que je m'en vais vous poser est simplement celle de savoir comment est-ce que vous-même vous présentez aux gens en général. Qui est Firmin Olo Obian? Ça c'est une question très profonde. Hein. Vraiment, je vais tout faire pour ne pas la développer comme cela se doit, parce que là on risque d'abuser de votre temps. Je suis Firmin Olo. Depuis l'université, beaucoup ont entendu parler, jusqu'à ce qu'après l'université, de tout ce qui a été fait, des améliorations des conditions d'études des étudiants, que ce soit au niveau des classes, que ce soit au niveau du LMD, que ce soit au niveau des concours, au niveau de l'ENS, que ce soit même au niveau de la restauration, nous avons tout fait, pas moi seul. C'était vraiment un très grand groupe, il y a certains qui sont ici. Nous avons tout fait pour imposer une amélioration considérable des conditions d'études des étudiants gabonais. Et voilà pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui, chaque université a pu se doter de son restaurant. Ça c'est d'un cas, et de l'autre des salles climatisées, une amélioration du système LMD, parce que chacun l'utilisait à sa manière. Nous étions les véritables cobayes, parce que le système venait d'arriver au niveau du Gabon, et il fallait faire des expériences, il fallait tester ce qui est mieux. Et tous ces tests étaient sur nous. Voilà pourquoi nous avons manifesté notre colère. Et surtout, les bourses qu'on disait qu'on ne devait plus donner aux étudiants. Parce qu'ils étaient supposés être vieux. Alors que ça ne doit pas être dans un pays d'à peine 2 millions d'habitants. Ou peut-être le taux d'alphabétisation n'est pas encore celui-là qui se devrait. Donc, les quelques personnes qui parviennent à atteindre le niveau bac, ce n'est pas à négliger dans un pays comme le Gabon. Ce n'est pas comme au Cameroun, où on va te dire, tu as le bac, tu n'as pas appris. Mais au Gabon, avec le bac, tu as beaucoup fait. Et ce n'est pas déjà à ramasser partout, être bachelier au Gabon. Donc, il était hors de question à partir de cet instant qu'un étudiant qui a obtenu son bac vienne à l'université ayant laissé ses parents à Bakumba ou bien au fin fond de Mimoul, il se retrouve à l'université, on lui dit tu ne prends pas la bourse parce que tu as excédé 23 ans. Sur quelle base? Eh bien, par la grâce de Dieu, nous avons imposé à ce que cette loi soit levée. Elle fut levée. Elle fut levée. Et aujourd'hui, je suis déjà après l'université, comme d'aucuns pourraient le dire, du syndicalisme à la politique, ce n'est qu'un pas, sinon c'est le même pas. C'est le même pas. Je suis à l'Union nationale, élu coordonnateur national des jeunes. Je dis bien élu, pas nommé. Voilà, coordonnateur national des jeunes de l'Union
nationale au cours d'un congrès ordinaire. Voilà. Dans votre parcours, vous avez également été conseiller. Voilà. Municipal. Et de là, je me suis présenté depuis décembre 2013. Ma première fois de me présenter à la liste dirigée par Madame Chantal Mimoto Ngonjou. J'étais à la 4e place et directeur de campagne adjoint de Madame Chantal Mimoto Ngonjou. J'ai été élu conseiller et maintenant j'ai été moi-même tête de liste au 2e arrondissement. J'ai obtenu 6 conseillers, toujours de l'Union nationale. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler des droits de l'homme et la jeunesse gabonaise. Vous êtes jeune, justement, coordonnateur de l'Union nationale, vous représentez donc les jeunes de ce parti en particulier et évidemment l'ensemble des membres du parti en général. Vous avez été le 21 janvier dernier interpellé, vous, avec un autre de vos camarades, Balak Obam et Mathurin Ovono. Et je rappelais justement tout à l'heure que Balak Obam est encore enfermé. Donc avant que d'arriver dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse de cette interpellation? Vraiment, la genèse de l'interpellation est un peu difficile à faire parce que subitement, nous prenions un pot dans un bar. Et on voit, je crois, 3 voitures garées sans immatricule. Nous étions là et c'est même Balak qui m'a dit que ça doit être la PJ. Nous, on était là, c'était naturel que si peut-être des Gabonais viennent. Or, c'était pour nous arrêter. Ils avaient déjà encerclé la zone, ils avaient déjà pris toutes les dispositions nécessaires et subitement, ils ont encerclé notre table. Et ils nous sommaient d'embarquer. Nous avons dit que ça, il s'agit de quel ordre. C'est quel ordre, c'est quelle mission. Et ils nous ont dit, pas question de discuter avec vous, vous embarquez ou on vous fait embarquer de force. Ils ont arraché nos téléphones. Comme il y avait des enfants qui étaient là, moi j'ai dit, peut-être qu'ils ont un travail à faire et que nous, on ne se reproche de rien. Allons-y. Donc, ce qui fait que nous avons été embarqués là sans savoir exactement qui nous embarquait parce que ils avaient peut-être la possibilité de nous faire du mal au cas où on venait à refuser. Donc, c'est comme ça que subitement nous avons été embarqués. Et il y avait des jeunes, peut-être des gens qui les renseignaient autour de nous. Cette journée, nous avons beaucoup marché et nous disons que nous avons certainement été suivis au point de venir rester dans un bar juste 30 minutes après. La PJ nous trouve là. Donc ça, c'était difficile. Et ce qu'il faut aussi déplorer, s'il faut le dire ainsi, la PJ ne s'est pas présentée. Donc ils se sont présentés comme de véritables terroristes. Terroristes. Vous faites un service d'État, il vous revient de vous présenter. Vous avez une mission, nous sommes ceux-là que vous servez. À partir de cet instant, si vous avez un ordre pour dire, bon, il faut arrêter Balak Obam, il faut arrêter Olor, il faut arrêter Ovono Mathurin. Mais si vous avez eu la chance de les trouver tous réunis, mais présentez-vous. Dites que vous avez une mission de vous interpeller. À partir de cet instant, nous allons venir naturellement parce que c'est votre travail. Bon, maintenant, le fait de procéder comme si vous étiez des terroristes, ça laisse à désirer dans un pays où règnent les crimes rituels. Nous sommes partis sans savoir qui nous embarquait, jusqu'à être déposés au B2 finalement. Alors, une fois que vous êtes arrivé au B2, qu'est-ce qui s'est passé? Au B2, j'avoue que lorsqu'on s'approchait du B2, les agents nous ont extrêmement fait peur. Ils nous ont dit qu'ils nous enregistrent d'abord. La PJ, ils nous enregistrent dans la voiture. Et ils nous disent, en tout cas, on prend votre identité ici parce qu'une fois au B2, nous n'aurons plus de traces de vous. Ça m'a fait peur. Je dis, comment ça? Au B2, qu'est-ce que maintenant ils vont nous faire? Ils nous ont enregistrés dans la voiture et une fois au B2, on a été abandonné aux mains
des agents du B2 et nous avons été sévèrement menottés et on nous demandait de nous asseoir. Je ne savais pas que c'était si difficile. C'est-à-dire, tu es menotté par l'arrière. Tu es debout, on te demande de t'asseoir. Mon ami, tu ne pourras pas t'asseoir sans que ta nuque ne cogne le sol. Je n'avais jamais expérimenté ça. Mais ce jour-là, c'était très dur. Et nous étions dans la salle lorsque subitement, une fumée nous a envahis. Une fumée grave. Je dis, ça c'est l'odeur que j'entends, je ressens souvent au niveau de certaines messes catholiques. Et c'était de l'encens. Je dis, comment ça? Pourquoi de l'encens? Lorsqu'ils nous ont amenés faire des examens, j'ai posé la question, ils nous disent non, peut-être que vous voulez sortir en vampire et nous voulons être sûrs de vous avoir là en chair et en os. Donc vous avez subi des examens médicaux. Voilà, et ils nous ont amenés faire des examens. J'ai posé la question, pourquoi ces examens? Ils nous ont dit non, on mesure votre température pour être sûr que vous pouvez être bien torturé. Clairement. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. C'était peut-être une boutade, enfin une blague sortie comme ça par un... Non, ça ne peut pas être une blague. Puis sinon, on rien fait d'autre, en dehors de mesurer la tension. Donc, ils n'ont rien fait d'autre. Donc, je me dis peut-être que oui, effectivement, c'était pour bien nous torturer. Et même des agents qui étaient là, ils criaient, ils disaient pas crier. Ils disaient ok, en tout cas, je vais m'échauffer ce soir, j'aurai encore les gens à masser. Bon, leur massage, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais c'était peut-être pour vous intimider, pour ne pas que vous... Non, vous savez, être aux mains des agents, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on me parlait du B2. J'ai été en prison, à la prison centrale. Et là-bas, à la prison centrale, je partageais mon matelas d'une place avec un sujet ivoirien qui me dit, c'est lui qui me parle du B2 pour la première fois. Il me dit qu'au B2, là où il a fait plus de 2 mois de garde à vue, il a été obligé d'accepter ce qu'il ne reconnaissait pas parce que à côté de lui, un sujet nigérian avait été buté. À côté de lui. Donc ce qui fait que je leur ai même dit d'ailleurs que vraiment le B2 me fait peur parce que là un sujet ivoirien m'aurait dit, m'avait dit. Donc effectivement, ce n'est pas un lieu où on va s'amuser. Et vous rendez-vous compte, un lieu où aucun avocat ne met pied. Un lieu où même le procureur ne vient qu'au-delà de 22 heures. Mais c'est difficile. Donc vous voyez que là-bas, une famille ne peut même pas se présenter pour se renseigner. Et pendant votre garde à vue, vous avez quand même rencontré, enfin les parents sont venus pour rendre visite pour savoir ce qui se passait, pour s'imprégner au moins de la situation auprès des autorités. Mais c'était très regrettable. Et vraiment, tout ce que je dis là, je me réjouis parce que je leur ai dit aussi. Lorsque vous arrivez, on vous demande des numéros des parents. On vous a lu vos droits, normalement. Bon, on se disait que là, ça c'était bien. Qu'ils demandaient les numéros pour informer les parents. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Nous étions là-bas, les parents ne savaient pas où se renseigner. Donc, ce qui fait que je leur ai même dit, mais maintenant, vous faites votre travail. Mais il peut arriver qu'au sortir d'ici, je trouve ma vieille maman, depuis hier, on me dit qu'elle est décédée, parce qu'elle a été choquée de cette énième arrestation. Vous prenez les numéros des gens, il vous revient de droit de dire à ses parents, nous détenons tel ici, c'est pour telle ou telle chose. S'il n'est pas impliqué, nous allons voir ainsi de suite. Bon, maintenant, il conserve le silence radio. Personne n'a renseigné. Nous étions au B2, est-ce que nous étions, je ne sais pas, à Québec, partout où les cellules se retrouvent? Il y a des parents qui ont fait le tour des cellules de Libreville sans nous trouver. Et pourtant, nous sommes bien au B2. Et le procureur sait bien que nous sommes au B2. Il n'a pas renseigné les populations. Qu'est-ce qu'on va aller faire au B2? Aller tuer les gens? Non. S'il y a des gens qui sont détenus au B2 pour votre supposé travail, mais informez les parents.
informer les parents. Voilà. Alors, il vous était reproché lors de votre interpellation, en tout cas votre arrestation, d'avoir des proximités avec le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Que répondez-vous à cette question aujourd'hui, après avoir fait ce séjour, après avoir passé ce séjour en prison? Est-ce qu'aujourd'hui, les soupçons qui pèsent sur vous, qui pesaient sur vous, mais qui aujourd'hui, je suppose, doivent encore peser sur l'un des vôtres, qui est encore actuellement dans les geôles, est-ce qu'il y a une possibilité que vous ayez eu une proximité avec des membres de ce mouvement, le MPJFDS? Ça, c'est vraiment une question très essentielle, parce que tout ce que Kelly a cité aujourd'hui, beaucoup considèrent que ce sont des complices. Kelly a cité un grand nombre de personnes, des personnalités de ce pays, des différents bords politiques. Est-ce qu'ils sont des complices? Et c'est de cette relation parce que Balak aurait communiqué avec Kelly d'abord sur Facebook depuis 2013. Moi je demande, est-ce que les amitiés au niveau des réseaux sociaux, ça s'efface avec le temps? Balak parlait de quoi? Il ne donne aucune phrase qui soit à même de condamner la communication que Balak a eue avec Kelly. Kelly est né ici au Gabon. Kelly a appris ici au Gabon. Kelly travaille déjà ici au Gabon. Mais donc ça veut dire que Kelly a un quotidien normal des Gabonais. Être en contact avec Kelly ne vient pas de l'extraordinaire. Non, puisque c'est un Gabonais naturel. Bon, maintenant, Balak, on nous accuse de complicité avec Kelly. C'est peut-être le premier coup d'État militaire qui serait en complicité avec des civils. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est ce qui nous a été reproché. On dit non, vous avez été avec Kelly Ondobian, donc ça veut dire que vous devez être des complices. Je dis non, ça n'a rien à voir avec la complicité. Nous avons été réveillés par des coups de fusil, comme tous les quartiers, toutes les populations des quartiers environnants. Et de ces coups de fusil, chacun s'est levé pour voir un peu ce qui se passait. Alors que eux, ils pensent que c'est peut-être nous qui avons eu la possibilité de mobiliser tout le monde pour venir à la cause de Kelly. Non, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est regrettable, c'est que nous avons l'impression que les agents font un effort de ne pas réfléchir de fond en comble sur ce qui pourrait être, considéré comme des complices. Maintenant, moi, je fais un coup d'État. Et je vous appelle le matin, pendant que je suis en action. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complice? Si vous étiez complice, vous avez certainement votre tâche à remplir pour ce coup d'État. Je n'ai plus besoin de vous appeler. Je n'ai plus besoin de vous appeler. Contrairement à la vision des agents du B2. Comme Kelly a appelé Balak, donc forcément, Balak a quelque chose à voir. Non. Non, alors, on peut se poser quand même la question de savoir comment se fait-il que Kelly ait le numéro de téléphone de Balak? Est-ce que ce sont des amis de longue date qui se connaissent, qui ont échangé pendant longtemps ensemble pour avoir son numéro de téléphone? Oui, ça c'est juste une question très normale. Nous sommes aujourd'hui considérés comme des activistes. Ce qui fait que demain ou après-demain, quand vous allez faire votre coup d'État, si c'était le cas à votre niveau, vous serez dans une situation où vous avez peut-être besoin de la population. Vous dites que, moi j'appelle tels qui sont aussi dans l'opposition et ils sont déterminés pour ça. Tu nous appelles à partir de cet instant. Est-ce que là, ça traduit la complicité? Non. Je dis bien non. Ça ne peut pas traduire une complicité. Parce que c'est vous qui nous connaissez maintenant d'un côté. Nous, on ne connaît pas tout ce monde-là. Mais nous sommes restés dans l'activisme pendant longtemps.
C'est ce que les gens appellent l'activisme. Mais nous faisions du syndicalisme estudiantin. Bon, ils mettent activisme pour je ne sais pas, essayer de perdre de la valeur dans le fond de ce qui est revendiqué. Donc, ce qui fait que beaucoup nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. Donc, à partir de cet instant, je reconnais que beaucoup ont non seulement mon numéro, mais aussi le numéro de Barack Obama, le numéro de Mathurin Ovono, le numéro de Lionel Elengouan, le numéro de Nicolas Ndaba, et ainsi de suite. Les uns et les autres ont nos numéros. Maintenant, nous appeler et recevoir votre coup de fil, je dis ça s'est fait à côté de moi. Balak s'interrogeait. C'est qui? C'est moi qui réveille Balak. Pour lui dire ce que j'entends là, parce qu'on vit côte à côte. Ce que j'entends là, ce ne sont pas les pétards. Il dit non, ce sont les pétards. Je dis non, ça, ce ne sont pas les pétards. Il a dit attends, je viens chez toi là-bas. J'ai ouvert ma porte. Il est rentré. Il faisait autour de 5-4 heures. Donc à partir de cet instant, c'est moi qui dis à Balak, voilà ce que j'entends. Et c'est bien pratiquement proche de 6 heures qu'il reçoit le coup de fil chez moi, dans mon salon. J'ai fait attention à son étonnement. Là où il demandait, c'est qui? Voilà. Donc ce qui veut dire que celui qui a un coup en l'air ne peut pas se comporter ainsi. Et celui qui a une tâche à remplir dans un coup d'état, on n'a pas besoin de l'appeler le matin pour lui dire nous avons pris la radio. Voilà le problème. Mais comme le coup de fil, c'est ce qui est grave. Mais on devrait arrêter tout le monde. Voilà. Comme nous autres qui avons dit oui, nous soutenons Kelly Ondobian. Moi, je ne peux pas avoir honte de le dire. Je soutiens à haute voix Kelly Ondobian. Le mouvement des jeunes de l'Union nationale tout entier le soutient. Parce que Kelly Ondobian avait un quotidien à côté du président. Il n'avait pas une vie comme la nôtre. Voilà. Mais quand il revient pour lui sauver le Gabon, comme il le dit dans sa déclaration, mettre en déroute le mauvais plan que les uns et les autres sont en train de concocter contre le pays. C'est bien dit dans sa déclaration. Mais comment moi je vais ne pas me réjouir? Moi je me réjouis. Premièrement pour son courage. Le mouvement des jeunes de l'Union nationale se réjouit pour sa détermination. Toute la jeunesse gabonaise se réjouit pour son nationalisme, son patriotisme. Sans y avoir participé. Mais c'est ça. D'accord. C'est ça le problème. Je rappelle à nos chers internautes qui nous rejoignent à peine que nous sommes actuellement sur Instant Direct, que vous regardez actuellement, et avec nous Firmin Olo-Obiang pour discuter de la question des droits de l'homme au Gabon et de la jeunesse. Et comme vous le savez, Firmin Olo-Obiang a été interpellé le 21 janvier dernier en compagnie de Barack Obama et de Mathurin Ovono. Donc il est en train de nous faire la genèse de cette interpellation, de cette arrestation, de l'emprisonnement, de sa libération également. Je rappelle également le principe de l'émission. Après les questions que je poserai à notre invité, vous avez également la latitude de poser toutes les questions que vous souhaitez à notre invité aujourd'hui, des questions évidemment qui tournent autour du sujet du jour. Donc, droits de l'homme et jeunesse. Donc voilà, vous avez fait on va dire une genèse de cette interpellation et surtout donner quelques éléments de réponse sur votre emprisonnement. Et aujourd'hui, les gens se posent quand même la question de savoir comment se fait-il, effectivement, on l'avait dit, hein, c'est parce que Barack Obama a reçu un coup de fil de la part de Kelly Obiang, qui est le jeune qui représentait le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, responsable du coup d'État manqué du 7 janvier dernier. Alors, on peut quand même se poser la question, vous en tant que jeune représentant justement un mouvement de jeunes dans un parti politique, quel avis vous avez aujourd'hui sur cette, comment dire, j'ai envie de dire, cette récurrence sur les arrestations concernant les jeunes en général, parce que c'est un peu ce que nous constatons ces derniers temps, on arrête énormément de jeunes. Quel est votre avis là-dessus?
Ces multiples arrestations traduisent le mépris que nos agents ont vis-à-vis de la jeunesse. Nous avons été à l'école. Nous apprenons pour connaître les procédures des différents pôles. Ce qui fait que si vous avez une préoccupation, vous devez interpeller. Oui, mais convoquer, nous allons venir. Mais, et pourtant, nous remarquons avec des aînés qu'ils prennent le temps de convoquer. Ils prennent le temps d'approcher, d'essayer de faire des enquêtes. Mais avec la jeunesse, ils ont une brutalité comme si les gens voudraient, je ne sais pas, s'exercer pour la première fois dans des arrestations militaires. Comme c'est un jeune, on se jette, on l'arrête brutalement avec toute la sauvagerie possible. Et surtout, il ne faut rien dire. Mais c'est dangereux. Vous voyez, le système, l'affaire des droits de l'homme au Gabon, je résume ça à un échange qu'un étudiant avait eu lorsqu'on était à la DGR. C'est Lionel Elengouan. Au moment où nous étions détenus à la DGR, un gendarme lui demandait de se déshabiller totalement pour aller dans la cellule. À Lionel Elengouan de lui dire les droits de l'homme ne voudraient plus qu'on déshabille les détenus. Cet agent lui dit, tu suis trop la télé. Cet agent se reconnaît. Il lui dit bien, mon ami, tu suis trop la télé. C'est la télé qui te dérange. Attends, la télé dérange en quoi? Je vous rappelle les dispositions des droits de l'homme. Je prends le temps de préciser l'article. Tu me dis que moi, je suis trop la télé. Pour quelle raison? Il a insisté avant de recevoir une gifle au dos. Et c'est là où il s'est allié, il s'est déshabillé. Donc vous voyez que les droits de l'homme là, c'est nous autres qui pensons aux droits de l'homme. C'est nous autres qui pensons aux droits de l'homme. Mais les gens qui sont censés veiller sur le respect des droits de l'homme tels qu'ils se sont engagés auprès de la communauté internationale, mais eux, ils marchent dessus. Ils marchent dessus. Nous avons été arrêtés, on n'avait pas de menottes. C'est arrivé au B2 qu'on nous menotte. Au B2, on nous met les cagoules pour te déplacer pour pisser. Est-ce que vous voyez ça? Je suis obligé d'être terre à terre pour que chacun comprenne un peu dans quelle situation nous étions. C'est au B2 qu'on va te dire, bon, ok, avant de t'entendre, on doit te remplir dans une salle, on doit te mettre dans une salle remplie d'encens. Pour t'entendre, tu deviens quoi? C'est au B2 où il faut venir te prendre à 23 heures. Le procureur vient t'entendre à 23 heures, 24 heures, au B2. Et ils savent ce que ces heures font dans la tête de tout citoyen. Tout le monde sait que à partir de 18 heures, l'âme commence à se fatiguer. Plus la nuit s'intensifie, plus le corps a besoin de repos. Et c'est 24 heures qu'on trouve pour t'interroger. Voilà les droits de l'homme du Gabon. Les droits de l'homme au Gabon, regardez la détention, sinon la garde à vue, va au-delà des limites. Si peut-être Kelly Ondobian, selon la loi, peut faire 1 mois de garde à vue au B2, mais qu'en est-il de Barack Obama? Lui n'est pas militaire. J'ai suivi l'article de l'Union qui en parle comme si Barack n'est pas un militaire. La garde à vue de Barack ne doit pas être celle d'un militaire. C'est un civil. Et un civil, la garde à vue, c'est 48 heures. Renouvelable une fois. Sinon, qu'est-ce qu'on serait en train d'enquêter aussi longuement? Et qui n'ait jamais été considéré pour dire, bon, ouais, ils sont responsables de telle ou telle chose. Alors, depuis votre sortie du B2, est-ce que vous avez été en contact avec votre camarade resté en prison? Mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire que même l'avocat que nous avons eu, que le parti a eu à solliciter avant notre libération,
Maître Ange Kevin Zougou, il n'a même pas la possibilité d'aller au B2. Je dis bien au B2, personne n'y a accès. Personne. Il n'y a que des fusils. Donc ce qui fait que c'est difficile. Bon, maintenant, quel peut être le crime qui puisse amener une famille à ne pas pouvoir rendre visite à son enfant? Quel est ce crime? Même Ben Laden, qui avait été à l'origine de plusieurs catastrophes aux États-Unis, plusieurs décès, plusieurs pertes en vie humaine, mais il a besoin d'être visité. Il a besoin d'être visité. Bon, maintenant, un simple coup de fil que quelqu'un aurait reçu, on te dit, personne ne doit te voir. Personne ne doit même savoir là où ils sont. C'est parce que nous avons été libérés que d'aucuns peuvent aujourd'hui affirmer que Balak est au B2. Parce que nous l'avons dit. Parce que nous revenons du B2. Mais c'est silence radio. Ils ont une cellule standard. Quand vous venez, tel est ici, ils viennent ouvrir. Oh, on n'a pas ce monsieur ici, regardez notre cellule. Mais ils ont des sous-sols. Nous étions au sous-sol là. Au sous-sol, là où pour pisser, tu cognes, tu utilises toute la force possible pour que ceux qui sont en haut t'entendent depuis le sous-sol. Est-ce que vous voyez un peu ça? Vous êtes obligé de faire vibrer une porte en fer pour aller pisser. Et ces cellules-là, n'importe qui ne les voit pas si tu n'as pas été là-bas. Donc vous voyez que c'est ça les conditions des droits de l'homme au Gabon. Qui peut aller rendre visite à Balak? Sa pauvre mère est au village là. Ses soeurs sont ici. Elles n'ont pas de possibilité de voir leur propre frère. Vous avez dit tout à l'heure que c'est aussi mon corps. Mais c'est difficile. Celui avec qui tu partageais le quotidien. De 6h à 6h, nous étions ensemble. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité d'arriver au portail du B2 pour voir Balak. Est-ce que vous avez essayé d'adresser une correspondance aux autorités compétentes afin de pouvoir justement, sachant que vous y étiez et vous savez exactement où il se trouve, de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'approcher, étant donné qu'il est également, il a été arrêté en tout cas au même moment que vous, et qu'aujourd'hui sa garde à vue continue, alors que les raisons qui ont été évoquées, vous l'avez dit lors de l'entame de votre propos, que la seule raison ou la raison principale pour laquelle il est resté, c'est le fait qu'il ait reçu un coup de fil, mais qu'à part ce coup de fil-là, rien ne le lie réellement à ce mouvement. Alors, est-ce que vous avez essayé au moins d'envoyer une correspondance? Bon, ça c'est ce que nous savons, c'est que nous avons regrettablement constaté, avant que le procureur qui venait nous voir presque chaque 23 heures, il savait où nous étions, mais pourtant dehors, il ne l'avait dit à personne, même pas à notre avocat. Mais comment vous avez fait pour sortir? Non, mais ils ont jugé de nous libérer. Comme ils ont jugé de nous arrêter. Jusqu'aujourd'hui, je suis sorti, je n'ai pas de déposition. Nous avons été maintenus là-bas pratiquement 3 jours. Pour moi et Godel. Ils ont jugé de nous libérer. Ils ont dit que parce que Balak a reçu le coup de fil, qu'on doit rester enquêter encore sur le fond de ce coup de fil. Je leur ai dit que si c'est ça le cas, prenez tous ceux qui ont publié sur Facebook ce jour pour dire venons à l'Assemblée. Comment quelqu'un va refuser, va identifier un coup de fil d'un fixe pour savoir que oui, ça c'est le numéro de tel. Le téléphone de Balak, ils l'ont. Le numéro de Kelly n'y est pas. Le numéro de Kelly n'y est pas. Ils n'ont jamais communiqué de vive voix comme ça. C'est-à-dire par téléphone. Non. Mais on parle sur WhatsApp, comme on fait des amis sur Facebook. Ça ne peut pas traduire une quelconque complicité. Même si c'est depuis 1980. Même si c'est depuis 1980. On devrait voir que, effectivement, Balak et Kelly
ils ont intensifié leur communication et leur retrouvailles de ces 5 derniers jours qui précèdent le coup d'État. Mais la dernière communication de Balak avec Kelly, je me rappelle, c'est depuis 2016. Je venais de sortir de ma 2e prison. Depuis, lui, il était en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas des éléments pour dire il faut qu'on garde telle ou telle personne. Non, il faut à bien réfléchir. Il faut faire un effort de réflexion. C'est très important. Parce qu'il s'agit de vous priver de votre liberté. Si c'est fait dans l'injustice, tôt ou tard, tu vas payer ça, mon ami. Quel que soit ton grade, tu vas payer ça. Maintenant, si Dieu te parle, ton enfant va payer ça. Parce que tu as privé la liberté d'un individu qui est innocent. Mais je peux vous appeler. Comment vous allez faire pour refuser mon coup de fil? Maintenant, moi, je suis en train d'assassiner quelqu'un au Cap et je vous appelle. Maintenant, comme je vous ai appelé pendant que je tenais le couteau, on vient vous arrêter. Comme il a pensé à toi, donc toi aussi, tu avais un autre couteau, quelque part, c'est ça. Donc vous voyez que des réactions terre à terre comme ça, aux yeux du monde, ça paraît comme si nos agents ne faisaient pas un effort de réflexion. Ne faisaient pas un effort de réflexion. Tout le monde est dans le coup, tu as ta tâche, je n'ai plus besoin de t'appeler. Il y a aussi peut-être quelqu'un d'autre qui avait été appelé. Mais si on les appelle, ça veut dire qu'ils ne sont pas à la préparation du coup. Par conséquent, ils ne sont pas complices. Voilà une réaction terre à terre. Moi, je n'ai pas été formé pour mener des enquêtes. Mais au moins, il faut avoir une petite logique. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques. Là-bas, la logique prime surtout. Aucune réflexion n'est fondée en mathématiques sans logique. C'est la même chose, c'est la mère des sciences. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de concevoir que Balak reste détenu, reste en garde à vue parce qu'il a reçu un coup de fil. Vous allez expliquer ça à qui dans le monde et on vous dit oui, vous faites bien votre travail. C'est dangereux. Alors, évidemment, on comprend parfaitement la colère, hein, parce qu'on la sent dans votre propos. Seulement, il y a, comment dire, dans ce type de situation, des démarches qui doivent être entreprises, sachant que éventuellement l'État, hein, pour ne pas dire le dépositaire du pouvoir, fait son travail d'un côté. Vous avez donc le pouvoir judiciaire également qui fera le sien le moment opportun. Mais est-ce que le procureur, par exemple, de la République a été interpellé? Est-ce que le parti auquel vous appartenez a tenté des actions dans ce sens-là pour justement attirer non seulement l'attention? Je sais qu'il y a eu un communiqué qui a été publié par l'Union nationale, mais est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées afin de pouvoir non seulement interpeller les pouvoirs publics, mais en même temps rappeler justement ce qui paraît être une sorte de violation des droits de Balak Obama? Effectivement, le mouvement des jeunes de l'Union nationale a entrepris de rencontrer le procureur. Parce que lorsque nous sortions, nous étions suffisamment touchés de constater qu'il y a beaucoup qui ne savaient même pas là où nous étions, alors que le procureur savait. Or, le procureur, c'est son devoir de présenter la chose telle qu'elle se présente. Donc, nous étions d'abord touchés par ça. La première autorité à interpeller, c'est le procureur. C'est cette instance qui, après une heure après l'arrestation d'un citoyen, doit être saisie pour dire: Monsieur le procureur, nous restons détenus telle ou telle personne ici pour telle ou telle raison. L'arrestation vient de s'effectuer. Voilà ce que la loi dit. Donc à partir de cet instant, la famille, sinon le procureur, doit informer la famille. Le procureur doit rassurer les uns et les autres pour dire: non, ne cherchez pas votre enfant vaguement comme si nous étions dans un pays en guerre. Non, le procureur ne l'a pas fait. Ça nous a choqués. Donc ce n'est qu'après que nous avons pensé que apparemment il oublie que c'est lui qui doit faire ce travail.
nous allons nous rapprocher de lui. La note est totalement prête. Et aussi, c'est grâce à vous que nous profitons de commencer à l'interpeller. Il faudrait qu'il ouvre la possibilité première de permettre à la famille de Balak de voir Balak. Balak n'est jamais resté une semaine loin de ses parents. Donc, Balak, c'est un jeune homme. C'est un jeune. Il peut être troublé de rester autant de temps sans voir un des siens. De rester tout le temps en présence des gens qu'il ne connaît pas. Et qui disent des choses dures à côté de lui. Donc là, on interpelle, on profite d'interpeller déjà le procureur ici, avant, s'il nous accorde l'audience que nous allons demander demain, nécessairement demain, il faut qu'il nous accorde cette audience, le mouvement des jeunes, parce que nous n'avons plus de visibilité, nous ne pouvons pas rendre visite à celui avec qui nous faisons de la politique, ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc c'est, je crois, la seule démarche que nous aurons à faire. Et peut-être lui demander de lever, sinon de le libérer. De le libérer. S'il ne le libère pas, qui sera encore libre dans le pays là? Qui sera encore libre? Parce que tu reçois le coup de fil, qu'on arrête tout le monde. Vraiment, il faut que le procureur, s'il reste campé sur cette position de détenir Balak, oui, qu'on interpelle tel, qu'on interpelle tel. Tous ceux qui ont été cités, imaginez quelqu'un rédige la déclaration de coup d'État. Et à l'intérieur, il prend le temps de noter votre nom. Quelle serait son estime pour toi? Son estime envers ta personne. Donc, mais par contre, un simple coup de fil, c'est ce qui doit aller au-delà de ce que quelqu'un aurait écrit. Bien réfléchi. Non! Il ne faudrait pas que derrière cette arrestation, que le médeur ou bien des gens qui passaient là-bas, on ne parlait pas que du coup d'État. Oh, Balak parle avec l'AFP. Oh, il parle avec BBC. Oh, il parle avec Gabon Media Time. Mais attends, si on ne renseigne pas la presse, est-ce que nous allons remplacer la presse? La presse est là pour dire ce que nous pensons. Comme vous l'avez dit au début, vous ne créez pas des informations. Nous sommes des politiques. C'est à nous de vous dire ce que nous pensons. À vous d'argumenter ça avec les mots des journalistes. Nous n'avons pas les mots des journalistes. Mais attends, l'interdiction de parler à l'AFP est où? L'interdiction d'appeler France 24 est où? L'interdiction de parler à BBC est où? Qu'on montre cet article. Ne jamais appeler BBC. Ne jamais appeler France 24. Il ne faut jamais parler avec les agents de Gabon Media Time. On montre cet article. À partir de cet instant, on dit oui, tous ceux qui appellent Gabon Media Time, tous ceux qui appellent BBC sont coupables. Maintenant qu'on prend d'un côté la liberté d'expression, au même moment, on reproche à Balak de parler avec l'AFP. Mais attends. Donc vous voyez que c'est plutôt de ce côté qu'ils sont en train d'amener tout le problème. Balak aujourd'hui ne serait pas détenu pour avoir reçu un coup de fil de Kelly. Non. Ça, sincèrement, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Alors, nous avons une question d'un internaute qui demande, qui dit, mais enfin, c'est Nzogé Son François, il dit qu'ils ont Obiang Kelly, pourquoi est-ce qu'ils ne l'interrogent pas? C'est-à-dire, est-ce que on vous a confronté avec lui à un moment donné? Ça c'est une très bonne question. Effectivement, nous avons vu Kelly. Moi, je l'ai vu. Ils l'ont amené devant moi. Et on lui posait des questions là, devant moi. La seule question, ils ont posé, qui semble importante par rapport à ce qui est dit, c'est est-ce que Balak est complice? Est-ce que tu as préparé ton coup avec Balak? C'est ça être complice. Kelly dit bel et bien non.
Kelly dit bel et bien non. Mais eux, ils font leur réflexion de je ne sais quelle ou quelle usine pour conclure que oui, celui qui a fait le coup d'État dit je n'ai pas fait le coup d'État, je n'ai pas préparé le coup d'État avec Balak. Mais vous vous dites, comme il a appelé Balak, Balak est dedans. Non. Donc c'est une question très importante, une question très objective. Et tout le débat devrait s'arrêter là. Tout le débat devrait s'arrêter là. Oui, tu es là, oui, tu es déjà détenu, tu reconnais avoir fait le coup d'État, oui. Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, oui ou non, si tu l'as fait en complicité avec Balak? C'est simple. Tout le débat doit s'arrêter là. Kelly vous dit, oui, c'est Balak qui était chargé de tel domaine. Ou bien, non, je n'ai pas fait le coup d'État avec Balak. Mais la réponse de Kelly est claire. Elle n'est pas imaginaire. C'est une réponse claire. Non, je n'ai pas fait de coup d'État avec Balak. Non, Balak n'est pas complice. Mais qu'on le libère. Bien, alors, je rappelle une fois de plus à ceux-là qui nous rejoignent sur Instant Direct que nous sommes avec Firmin Olo-Odian, coordonnateur national du mouvement des jeunes de l'Union nationale, qui a été interpellé le 21 janvier dernier en compagnie de Balak Obam et de Mathurin Ovono. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez. Nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Monsieur Olo-Odian, comment est-ce que vous entrevoyez aujourd'hui les droits de l'homme au Gabon? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'il y ait des changements d'ici là, évidemment avec déjà cette interpellation, mais surtout des efforts qui sont peut-être déjà faits ici et là? J'avoue qu'il y a une petite, vraiment très petite amélioration et qui ne sort que de cette dénonciation-là. Nous étions à la DGR. Cette cellule était d'une saleté grave. Lorsque nous sortions de là, nous l'avons dénoncé à TV+. Maintenant que TV+ ne veut plus servir le peuple gabonais, vraiment nous rendons grâce de l'opportunité que vous nous offrez là, de pouvoir dénoncer encore. Parce qu'une fois on est sorti, cette cellule a été retravaillée. La peinture a été renouvelée. Et ils ont mis de l'eau. Quand j'y suis parti la dernière fois, j'ai trouvé que la cellule avait été améliorée. C'est très bien. Elle est pour des humains, la cellule. Donc, ce qui fait que c'est une très petite amélioration. Et aussi, au B2, nous n'avons pas été totalement déshabillés. Totalement déshabillés, parce que là-bas, on restait rien qu'en calcif. Rien qu'en calcif. Tu dors même le sol, torse nu, tout nu, rien qu'en calcif. Donc vous voyez que le fait d'y aller cette dernière fois et constater que on m'a permis de rester avec mon pantalon sans ceinture et avec le débardeur, je dis ah, c'est une petite amélioration. Vous voyez là-bas, quand nous étions au sous-sol, je vous raconte une chose. Les gendarmes qui avaient été impliqués qui auraient été impliqués dans le coup d'État, ils criaient en face, ah, enfin le bain, on se lave enfin après 10 jours. Ça m'a touché la tête. Donc, nous on avait déjà fait 3 jours, j'avais déjà cogité que, ah, il faut attendre 10 jours pour se laver. Donc vous voyez que c'est une amélioration insignifiante. Il faudrait demander au procureur de veiller encore. Lui, il a été à l'école pour ça. Les agents peut-être auraient été formés sur le tas. Mais lui, il est au quotidien du droit. Les droits de l'homme, il doit veiller à leur respect. Voilà. Alors, peut-être une dernière question sur, oui, au-delà des perspectives, est-ce que vous avez un message en particulier à passer aujourd'hui à la jeunesse d'abord, mais en même temps aux autorités? J'insiste sur les autorités parce que pour qu'il y ait des changements dans un pays, il faut déjà que l'on interpelle le maximum possible les autorités compétentes afin qu'ils puissent agir à leur niveau, même si
On estime parfois que ce sont eux qui sont responsables de tout ce que nous vivons, mais ce sont des êtres humains et donc il arrive qu'à un moment donné, ces personnes prennent conscience de ce qui se passe. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à leur passer aujourd'hui, à la jeunesse et en même temps aux autorités gabonaises? On n'est pas déjà à l'actualité politique, j'espère. Donc, je voudrais dire pour ce premier volet de cet entretien, la jeunesse vraiment doit continuer à espérer. Cette jeunesse qui chaque jour continue de regarder le ciel sans rien pouvoir faire, sans aucune possibilité d'action nulle part. Si cette jeunesse ne se suicide pas, vraiment l'espoir est encore de taille. Et aussi, pour ce qui a été fait le 7, nous constatons avec regret, nous le regrettons, la jeunesse au niveau de pouvoir représenter Kelly, on dort bien, avec des bâtons de manioc et des balais pour faire semblant de faire ce que Kelly avait voulu faire. Mais c'est nous que Kelly voulait libérer. Kelly ne mérite pas d'être méprisé dans ce pays. Il ne mérite pas d'être méprisé. Et surtout pour la jeunesse. La jeunesse doit le respecter. Voilà pourquoi nous demandons à toute la jeunesse de considérer Kelly comme étant le leader véritable de la jeunesse gabonaise, par son courage, par son déterminisme. Maintenant, aux côtés des autres autorités, vous savez ce qui a été fait, il n'y a jamais eu d'acte sans précaution. Ah oui, c'est ça. Ça peut traduire une situation tout à fait gênante. Et qui sait ce qui nous attend demain? Qui sait ce qui nous attend demain? Moi, j'ai vu de 6 h à 8 h, notre boutiquier du quartier n'avait plus rien à offrir. Les gens couraient autour des boutiques, ainsi de suite. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est souhaitable pour nos autorités? Pour cette situation où on vit pratiquement au-delà de 3 mois sans savoir où est le président. C'est une situation grave. Justement, en revenir, puisque nous avons également une deuxième phase politique, donc sur l'actualité politique du moment. Quel est le regard que l'homme politique que vous êtes, donc du mouvement des jeunes de l'Union nationale, quel regard vous avez sur l'actualité de notre pays, sur le plan politique? L'actualité de notre pays actuellement n'honore même pas un peu les autorités de notre pays. Même pas un tout petit peu. C'est très regrettable. Parce que tout ce qui est en train de se passer, nous sommes devenus comme un peu des maboules. Nous sommes devenus comme envoûtés par une situation sans aucune lisibilité. Au point qu'aujourd'hui, personne ne peut te parler avec certitude. À analyser les décisions qui sont en train de se prendre, on a l'impression d'être, je ne sais dans quel monde illusoire. Je ne sais dans quel monde. Les uns et les autres se regroupent et prennent des décisions au nom de qui on ne sait pas. Et subitement, d'autres personnes en face obéissent à ces lois. On vous dit que c'est telle personne qui est en bonne santé. C'est le cas du président. Vous ne pouvez pas, c'est le premier État qui fait pratiquement plus de 3 mois, déjà bientôt, sans voir, sans avoir une lisibilité de la situation de son président. Le deuxième après l'Algérie. Hein? Le deuxième après l'Algérie. Non, l'Algérie savait que leur président était malade. Ça, c'était clair. Mais nous, ce que nous savons, les chaînes qui avaient parlé pour la première fois, une chaîne camerounaise et une chaîne anglaise, se sont prononcés sur le décès de notre président. J'ai été étonné d'apprendre que non, ce n'est plus ça. Il est malade. Mais ce n'est plus une autre chaîne qui l'a dit. Ce sont les chaînes, c'est les autorités gabonaises qui disent qu'il est malade. Oui, il a été transféré
de Riyad jusqu'au Maroc. Ah, quand on parle maintenant des transferts, là, ça devient autre chose. Tous les termes peuvent se ressembler, mais ne vont jamais signifier la même chose. Transfert jusqu'au Maroc. Donc c'est une situation difficile. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait qui est, au point qu'on a fait un coup d'État contre un individu, parce que le premier, c'est le chef de l'État. C'est la première autorité à se sentir touchée par un coup d'État, fût-il du mensonge ou vérité. Mais la première autorité, c'est le chef de l'État. Donc ce qui fait que le chef de l'État devrait, quel que soit son État, pour dire, ah, je condamne telle ou telle chose. Mais lui-même, il n'a rien dit. Le chef de l'État n'a rien dit. Et ce sont des gens, aujourd'hui, qui tournent pour dire, on condamne. Qui vous dit, peut-être qu'Ali lui-même, il est content de ce coup d'État. Parce qu'on dit que qui ne dit rien consent. Il est content du coup d'État et c'est vous qui vous permettez de condamner le coup d'État. C'est le cas de la France et bien d'autres personnes qui se sont présentées au Gabon pour condamner. Mais non. Mais la population autour de ce coup d'État, la population est joyeuse. La population vibrait de joie. Enfin libérateur. J'ai vu déjà des t-shirts au nom de Kelly Ondobian pour l'initiative de libérer le peuple gabonais de cette tyrannie, de cette misère. Voilà aussi la réalité. Donc ça, c'est une situation politique hautement gênante, au point qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. On interdit le mensonge, les autorités sont en train de mentir tous les jours au peuple gabonais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le président arrivé, oh, il faut qu'il reste loin là-bas, éloigné. Il ne faut pas être proche de lui. Tu vas voir comment il parle, c'est interdit. Comment ça? La maladie est normale. Si le président est normal, comment ne pas revoir malade? Quelle loi qu'il interdit? Quelle loi qu'il interdit? Donc vous voyez que nous devons interpeller les autorités gabonaises et surtout à l'opposition qui semble être endormie par tous ces mensonges alors qu'aucune preuve qui soit à même de dire que oui, effectivement, la situation est normale. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc vous voyez que la situation politique aujourd'hui, demain ou après-demain, on peut être surpris de se réveiller encore par des coups de fusil. C'est une possibilité. Merci, Monsieur Olobian Firmin. Peut-être un mot de fin en une phrase ou deux, parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, tire à sa fin. Oh, vraiment, il ne fallait pas que le temps soit imparti. Vraiment, je dis, comme mot de fin, il faut que le Balak soit libéré. Et là, je m'adresse premièrement au procureur de la République. Il faut que Balak soit libéré. Sinon, moi aussi, demain ou après-demain, je vais vous lancer un coup de fil pendant que je suis en train d'opérer, je suis en train de voler, et on va vous prendre pour complicité. Oui, on va vous considérer pour complicité. Et de tous ceux qui disent, on a encore été en prison, il est sorti encore avec 35 millions. Si mes multiples arrestations donnaient autant d'argent, mais que les uns et les autres aillent en prison, qu'ils deviennent aussi riches. Vous savez déjà que c'est en prison que l'on prend des 35 millions, qu'il prend 70 millions. Mais donc vous n'aimez pas l'argent. Allez un peu essayer, allez au B2, vous allez ressortir avec 70 millions et on verra. Donc de grâce et aux agents du B2, vous n'avez pas à vous comporter comme des terroristes. Vous faites un service d'État. Il vous revient de travailler comme ceux qui servent l'État. Par conséquent, il faut laisser les parents de Balak rendre visite à Balak, quel que soit ce qui lui est reproché.
Même s'il avait tué tous les Gabonais, mais on doit quand même le voir. C'est donc sur cette interpellation de M. Firmin Olo-Obiang, coordonnateur national du mouvement des jeunes de l'Union nationale, que prend fin cette émission. Chers internautes, merci encore de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 17h30, et sur la même page Gabon Media Time. C'était Instant Direct et votre humble serviteur Ferdinand Demba. Encore merci. Au revoir.